Chers fans de Formule 1, bienvenue pour un nouvel épisode de Retour au stand. Je suis ravi de vous retrouver après la pause estivale. La pause estivale est donc terminée. Elle s'est terminée hier avec le Grand Prix de Belgique, Spa, vendredi, samedi et dimanche, et la 29e victoire de Max Verstappen. Alors on va débriefer donc ce qui s'est passé ce week-end du côté de la Belgique. Et avec moi pour débriefer Clément Bigois. Clément Bigois, bonsoir. Comment vas-tu, Clément? Après une semaine, on avait fait un épisode débrief de la première partie et puis attente de la deuxième partie. Comment vas-tu depuis une semaine et comment as-tu trouvé ce Grand Prix de Belgique? Bonsoir, cher Quentin, ça va? Comme une rentrée, on rentre comme les F1, comme les pilotes. J'ai été très déçu du Grand Prix, qui n'était pas à la hauteur des années précédentes, enfin pas à la hauteur de l'année dernière, ça c'est un autre débat puisqu'il n'y a pas eu course, mais on a rapidement vu dès le vendredi après-midi et même le samedi que le week-end serait largement dominé sans problème par Red Bull et c'est ce qui a été une véritable démonstration. Il n'y avait qu'une seule écurie en piste et ça a donné malheureusement un Grand Prix un peu monotone malgré quelques petits dépassements, notamment celui d'Esteban Ocon, on y reviendra. Sinon, c'était un petit peu triste et j'ai peur que la saison se finisse beaucoup plus vite que prévu. On attendait une saison excitante, on l'a finalement un peu moins, mais c'est parce qu'il y a une écurie qui est trop forte, tout simplement. Une écurie qui est trop forte, exactement, et un pilote qui du coup optimise sa monoplace à 100%, à 10 000%. Le Hollandais volant, le conquérant, le Terminator, beaucoup de surnoms pour qualifier Max Verstappen après ce Grand Prix de Belgique. Il y a des stats affolantes pour Max, 29e victoire en carrière, 9e victoire cette saison, 33 tours menés hier pendant le Grand Prix, 93 points d'avance sur le deuxième au classement pilote. On ne sait plus quoi dire à l'heure actuelle, Clément, tellement le niveau est monstrueux du côté de chez Red Bull, mais aussi et surtout du côté de chez Max. Ouais, on s'attendait à une course un petit peu plus compliquée puisque il y avait ces fameux changements d'éléments moteurs. Il partait alors d'abord 16, puis 15, puis 14 avec le souci de Pierre Gasly. Il est finalement parti 13, qui est un net avantage. Enfin, quand tu gagnes finalement déjà 3 ou 4 rangs, ça a beaucoup facilité les choses. Et puis, il s'est retrouvé déjà quatrième au bout de 7 tours. Donc, la course était jouée. Je vais quand même reprendre une phrase qui est quand même très marquante, qu'il a sortie en conférence de presse. Si on prend l'ensemble du week-end, oui, c'est ma meilleure performance de ma carrière en Formule 1 parce que la voiture a été incroyable dès la première séance d'essai libre. Voilà, le débat, on va dire que le débat est clos, mais il a été monstrueux, sa voiture a été monstrueuse, son équipe a été exceptionnelle de A à Z, du vendredi matin à dimanche 16h45. Donc, Max Verstappen se dirige très logiquement vers un deuxième titre de champion du monde. C'est vrai que ça s'annonçait compliqué samedi soir. On parlait même sur les antennes de Canal+, on parlait d'un Grand Prix qui pourrait être un peu plus ouvert à la vue de la grille, de l'ordre de la grille avant le Grand Prix. Et puis Verstappen, on savait qu'il était capable de faire des remontadas vu ce qu'il a fait au Grand Prix de Hongrie fin juillet. Et là, il nous ressort une nouvelle remontée incroyable. Il est d'ailleurs huitième au premier virage alors qu'il partait 14e. Donc en fait, ce Grand Prix où il devait y avoir des petites surprises, Max a finalement retenu l'attention de tout le monde et voilà, avec cette facilité impressionnante à déposer ses adversaires, c'est lui qui a été tout simplement l'attraction du Grand Prix. Ouais, puis en plus, il a, allez, entre guillemets, peut-être ruiné, on va être au conditionnel, la course de son rival Charles Leclerc qui a dû rentrer à cause des pneus qui chauffaient. Il a reçu un tear-off dans son pneu, je crois, arrière droit. C'était pas du tout le plan Ferrari, mais il s'est retrouvé 16 ou 17e au lieu d'être entre la 10 et la 11e place. Mais de toute manière, on a vu que le rythme en course était hallucinant sur les 44 tours, oui, de ce circuit de Spa. La 5e place se joue à 1 minute 13 et
il n'a pas fallu grand-chose pour qu'il y ait finalement quasiment la 9e place qui soit à un tour, c'est dire, et, sur le tour de Spa avec, qui fait une 48, une 49. Donc, c'est démentiel. Et oui, ça fait 2 remontées folles de suite pour Max Verstappen, mais il a la meilleure voiture. Il se sent très, très bien dedans. Elle est nettement au-dessus maintenant de Ferrari et de Mercedes. Donc, finalement, ça a été un week-end sans surprise. Et malheureusement pour le spectacle qui n'a pas été au rendez-vous. Mais de l'autre côté, on a eu une belle ambiance, je pense, du côté de Spa, et on aura une ambiance totalement démentielle le week-end prochain, dans 4 petits jours même du côté de Zandvoort, pour féliciter le champion qui pourra déjà mettre une main et 3 doigts sur le trophée de champion du monde. Alors justement, en parlant de champion du monde, Clément, si Max continue d'engranger une moyenne de 12,875 points, c'est la moyenne de points qu'il a marqué sur les 8 derniers Grands Prix, eh bien Max pourrait être titré à Singapour le 2 octobre prochain. Donc il resterait le Japon, il resterait les États-Unis, le Mexique, le Brésil et Abu Dhabi, ce qui ferait 5 courses. Donc potentiellement, on aurait un champion du monde avec un champion du monde à 5 courses de la fin du championnat. Ouais, mais ça ne serait pas une surprise finalement. Donc voilà, il va continuer à marquer des points. Là, je ne le vois pas vraiment souffrir à Zandvoort, même si ça sera un circuit un petit peu plus typé Ferrari avec des grandes courbes. Et puis on va revenir à Monza où la Ferrari va forcément souffrir dans les grandes lignes droites, malgré son aéro un petit peu plus développé. C'est une route, c'est une autoroute même vers le titre de champion du monde, même si on va retrouver après Singapour et Japon des circuits en ville qui pourraient un peu avantager Ferrari. Mais bon, Ferrari, on va y revenir, n'a pas le niveau dans tous les domaines actuellement pour rivaliser avec Red Bull. Ils font trop d'erreurs. Ils sont un petit peu malchanceux, il faut le dire aussi, mais la chance se provoque, la chance du champion, comme on aime dire. Donc, c'est pour ça que Red Bull a une nouvelle fois dominé son sujet, avec encore une fois un Sergio Pérez qu'on sent en deçà quand même depuis quelques semaines. On le sait que la voiture est peut-être plus typée Max Verstappen, même si Sergio Pérez a eu des bons résultats. Il est encore 2e, il marque des gros points et il devance désormais Charles Leclerc. On le sent quand même maintenant en tant que vrai numéro 2. On le sent en difficulté, mais il marque des points. Mais Donc, c'est le finalement, plus important pour eux. Face au niveau impressionnant, stratosphérique de Max, qu'est-ce que peut faire de plus Sergio Pérez? C'est la question que je te pose. Il est entre guillemets au niveau, il est finalement à son niveau, même si je l'ai préféré en première partie de saison. Et je pense que toi aussi, avant la pause estivale, on commençait à avoir des prémices de courses un petit peu moins bonnes, de week-ends un petit peu moins aboutis. Si on prend quand même le week-end, il n'arrive pas à avoir la pole ce samedi face à Carlos Sainz, qui a pourtant pas réalisé des grands tours. On l'a vu notamment avec l'essai avec Charles Leclerc en tant qu'ouvreur pour lui donner de l'aspiration, un tour absolument lamentable qui s'est vite terminé puisqu'il était à plus d'une seconde 5. Sergio Pérez, pour lui donner finalement un bon point, il aurait dû obtenir la pole. Il ne l'a pas obtenu, c'est Carlos Sainz qui l'a eu. Mais après, en course, tout a roulé pour Sergio Pérez malgré tout. En tout cas, je retiens aussi que Max n'ait pas donné l'aspiration à Pérez, puisqu'il aurait pu donner la pole à Sergio et faire pareil du coup que Charles et Sainz, mais finalement, ça s'est pas fait. Est-ce qu'il fallait prendre ces risques? Finalement, le risque devait se prendre côté Ferrari. Là, Max Verstappen a vite fait son chrono, il savait qu'il allait partir de toute manière 14e. Est-ce qu'il fallait prendre le risque de peut-être de casser la voiture et pourquoi pas de voir Leclerc revenir revenir peut-être et prendre les 25 points. Donc voilà, Ferrari devait prendre des risques, Red Bull non.
Pour finir sur Max Verstappen, je ne sais pas si tu as remarqué, mais mis à part Charles Leclerc, dont on voit un peu l'exaspération sur son visage à chaque week-end, en passant de Russell à Sainz mais aussi Norris, on sent qu'il y a un peu de l'admiration et voilà, de ce que fait Max, de ce que produit Max en ce moment. Et il y a aussi une forme de résignation. Je ne sais pas si tu as remarqué dans le paddock, voilà, tellement le niveau est stratosphérique chez Red Bull. Oui, il y a il y a une forme de ça, mais je pencherais plus sur le côté admiration, puisque Max Verstappen ne fait pas de faute. Et ça, c'est vraiment le talent des très grands champions cette année, à part ces voitures qui ont cassé. Je n'ai pas souvenir d'une erreur, que ce soit le samedi dans les moments chauds, en qualif ou en course sprint et en course. Donc, on ne peut qu'admirer ce véritable champion qui méritera bien évidemment son deuxième titre après avoir été challengé 3 mois par les Ferrari, pas plus. Et c'est ça qui est un peu dommageable. Là, Ferrari et Mercedes, on va y venir maintenant. On va commencer d'abord par les flèches d'argent. On avait vu que le vendredi n'était pas vraiment en leur faveur. Déjà, dès ce premier jour du week-end, ils n'étaient pas vraiment dans le rythme. Les qualifs n'étaient pas non plus brillantes par rapport à ce qu'ils ont connu en Hongrie, et notamment la pole de George Russell. Avec les pénalités, malgré tout, Mercedes partait en deuxième et troisième ligne. Malheureusement, il y a eu l'accrochage entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso, hein, qui a fait beaucoup débat notamment sur les réseaux sociaux. Cet accrochage dès le premier tour, Lewis a assumé sa responsabilité de ce choc entre les deux champions du monde. Est-ce que c'est un simple incident de course, Clément, pour toi? Qu'est-ce que tu as relevé de cet accrochage? Et deuxième question en une, les propos d'Alonso, penses-tu que ce sont des mots trop durs dans le feu de l'action? On va aller rappeler les propos de Fernando Alonso qui a dit en parlant de Lewis Hamilton, cette personne ne s'est roulée qu'en partant devant. C'est très sévère, c'est quand même très dur de sa part, alors que voilà, ça a été dit dans le feu de l'action, comme tu dis, dès le premier tour, où peut-être que Fernando Alonso a cru tout perdre. On aurait pu craindre une crevaison qui l'aurait fait repartir de derrière. On aurait pu craindre aussi un abandon, hein, tout simplement, parce que le choc est quand même assez rude, et on parle même d'un moteur neuf, presque neuf de la part de Lewis Hamilton, qui va devoir être changé, et potentiellement, je crois qu'il pourrait partir du fond de grille à Zandvoort. Le choc a été lourd, et on sait que le dernier abandon, c'est ça qui est fou, ça a été dit par Julien Febvre en direct. C'est aussi une voiture qui vole. C'était à Monza l'an dernier, quand Max Verstappen avait terminé sur le capot de Lewis Hamilton. Voilà, j'ai plutôt bien aimé les propos de Lewis Hamilton, qui a tout de suite reconnu sa faute en direct. Jacques Villeneuve a aussi dit que c'était plutôt la faute de Lewis Hamilton. Il a craint à un moment une pénalité. C'est vrai que ça aurait été quand même assez moche pour Fernando Alonso, parce qu'il voilà, certes, il ne lui laisse pas de place. C'est un moment, voilà, après le raidillon tout au fond là, qui est un peu tendu, puisqu'on arrive à pleine balle avec l'aspiration. Voilà, j'ai trouvé Lewis Hamilton bien fair play là-dessus, contrairement à des années précédentes où on l'aurait vu beaucoup plus vindicatif, beaucoup plus énervé. Et là, on le sent étonnamment, je dirais, apaisé et comme un champion qui n'a finalement rien à perdre. Il est fataliste un petit peu. Il aurait pu viser, pourquoi pas, la 3e ou 4e place de ce Grand Prix. Malheureusement, il abandonne et il laisse quand même son coéquipier à 24 points maintenant. Je ne sais pas si il faudra remonter quand même dans les livres pour retrouver un Lewis Hamilton battu par son coéquipier à la régulière. Forcément, c'est Nico Rosberg. Mais Lewis Hamilton, pas champion et battu par son coéquipier, ça arrive très très peu. On s'y dirige peut-être, et ça serait un exploit quand même de la part de George Russell. Justement, George Russell, quatrième,
toujours constant dans le top 5. Une belle fin de course. D'ailleurs, il revenait à 2 secondes de Carlos Sainz. Bon, finalement, il n'a pas pu revenir sur le pilote espagnol et s'est donc contenté de la 4e place. Mais en tout cas, c'est une course avec une Mercedes qui n'était pas non plus dans un beau rythme et dans un bon week-end. C'est une performance, voilà, assez correcte de la part de George. Oui, c'est un énième top 5, on va dire, pour George Russell. Mais une course propre, je l'aurais quand même vu prendre la 3e place. Il a un petit peu trop tapé dans ses pneus. Il reprenait une seconde au tour. C'était peut-être trop, puisqu'il a vraiment dégradé vite ses pneus. Il faisait un petit peu plus chaud dimanche. Et il a là-dessus peut-être mal géré sa fin de course. Est-ce qu'il fallait peut-être reprendre 5, 6 dixièmes plutôt que 8 dixièmes ou une seconde au tour? C'est un débat qu'on peut avoir, mais je trouve quand même la Mercedes un petit peu mieux en rythme de course. Elle n'est pas du tout en rythme de qualif, malgré cette pole position miraculeuse de George Russell. Mais Mercedes revient petit à petit à un bon niveau. Certes, il lâche 11 points à Ferrari ce week-end au classement, mais là aussi, il faut être fataliste. Comme Lewis Hamilton, Mercedes mérite la 3e place au classement, même si on a dit après la Hongrie qu'il pouvait rattraper Ferrari. En tout cas, c'est un des challenges quand même de cette fin de saison. C'est ce que j'allais te dire. En plus, on l'avait dit dans l'épisode des attentes de la 2e partie de saison. On attend principalement une bataille à 3. Bon, là, on a bien vu que nos attentes ont été balayées, hein, vraiment, voilà, avec des Red Bull bien plus performants et voilà, bien plus haut que Ferrari et Mercedes. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était quand même un petit obstacle pour Mercedes ce week-end et c'est un peu un obstacle sur leur lancée, puisque du coup, ils revenaient très bien avec des podiums double podium consécutifs avec Hamilton et Russell. Donc pour moi, c'était un petit moins bien dans leur bonne lancée. Bah, 41 points. 41 points entre les deux équipes ouais. pour le petit point statistique entre Ferrari et Mercedes. Bien sûr. Je te propose de passer à Ferrari. Sainz qui partait en pole position suite à la pénalité de Max Verstappen. Sainz qui a pris un bon départ, qui a su conserver une bonne distance, une bonne avance sur Sergio Pérez jusqu'à la safety car. Voilà, il n'a rien pu faire contre Max Verstappen quand celui-ci a fait sa remontada. Qu'est-ce que tu retiens de la course de Carlos Sainz? Il a quand même signé un podium avec une Ferrari bien en deçà. Voilà, Carlos Sainz 3e. Qu'est-ce que tu en penses? On va reprendre les propos qu'on a eus pour George Russell. C'est un week-end quand même intéressant. Il signe la pole tout en faisant un tour que je vais qualifier quand même de moyen, mais il va gratter des points importants pour lui. Il n'y a que 15 points d'écart avec son coéquipier. C'est ça qui est quand même assez fou. On aurait pu croire il y a quelques semaines que l'écart soit beaucoup plus grand. Week-end intéressant. S'il fallait lui donner une note, ça serait entre 6 et 7 sur 10, puisqu'il prend la pole. Il ne fait pas d'erreur en course. Ils font les bons choix finalement de pneus au départ pour prendre de l'avance et pour se lancer. Malgré tout, le côté Ferrari a été compliqué. C'est un de mes flops. On a vu des décisions encore totalement lunaires du Murray et encore des décisions des déclarations post-course hallucinantes. Le déni est quand même terrible du côté de Maranello. Le fameux plan D de Charles Leclerc. Alors franchement, petit aparté, j'étais donc à Spa ce week-end et les radios, quand les ingénieurs parlent aux pilotes à la radio, on entend bien sûr ce qui se passe et ce qui se dit sur les enceintes géantes du circuit. Et je t'avoue que le plan D de Leclerc a fait rire beaucoup de monde, mais vraiment, c'était un rire assez nerveux pour les fans de la Scuderia. Il y en avait dans les tribunes. Au-delà du plan D, c'était les questions. Comment tu te sens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Enfin, alors d'accord, il faut le ressenti du pilote qui est très important, mais là, c'était carrément le muret et les ingénieurs et les tacticiens de Ferrari qui étaient complètement perdus et qui demandaient à Charles Leclerc qu'est-ce qu'on fait. Mais Charles Leclerc, il n'a pas la télémétrie, il a juste eh bien, son ressenti dans la voiture
Et à la limite, je ne sais même pas s'il voit finalement la dégradation de ses pneus, même s'il sent quand ça glisse un petit peu plus ou que ça s'ouvre ou que ça survire. J'ai trouvé ça terrible. Euh, le, euh, le changement de fin alors qu'il n'y a que 19 secondes d'écart entre Charles Leclerc et Fernando Alonso, donc il n'y a absolument pas la marge pour aller gratter un petit point supplémentaire. Il se loupe pas, mais Fernando Alonso fait un bon tour et il se retrouve, Charles Leclerc a bataillé avec le champion du monde d'Alpine. Et puis, il est sanctionné dans les stands de 5 secondes parce qu'il est 1 km/h plus vite. Il y a eu des soucis de télémétrie, de capteurs à cause du fameux tear-off brûlé, mais encore une fois, c'est pas possible de faire autant d'erreurs côté Ferrari. C'est vraiment, vraiment pas possible. On a voulu arrêter Charles Leclerc pour inscrire le point du meilleur tour. C'est ça. Et ça s'est véritablement transformé en raté total, puisque voilà. Voilà, j'ai pas dit, c'était 17 secondes de perte dans les stands environ entre 17 et 18 secondes, et Fernando Alonso était calculé au dernier secteur, je crois, ou à l'avant-dernier secteur, à 19 secondes. Donc voilà, tu peux le faire quand tu as 5 ou 6 secondes de marge, mais pas quand tu en as une ou deux, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. C'est assez impressionnant comment Ferrari devient la risée sur les réseaux sociaux. C'est terrible de voir qu'une écurie comme celle-là arrive autant à enchaîner les bêtises, parce que on peut le dire, parce que ce sont des bêtises, et puis avec un Charles Leclerc qui, lui, qui exprime son spleen à chaque interview dans les médias. Ouais, il est complètement désabusé, mais bon, on attendait des changements à Maranello cet été. Ils ont nié en bloc que c'est leur faute. Moi, j'ai dit en off que j'espérais que certains restent sur leur bateau au large de la Sardaigne durant leurs vacances. C'est sur un ton ironique, mais il y a peut-être une petite part de vérité. C'est quand même fou de voir le niveau de certains chez Ferrari. Alors nous, c'est facile, on est dans un canapé ou comme toi, dans les gradins de Spa-Francorchamps. Donc c'est facile pour nous de donner notre avis, mais il y a des gros manques. Je ne sais pas si c'est Mattia Binotto ou d'autres, mais il va falloir que cet hiver, il y ait une grosse remise en question. Et malheureusement, ça n'a pas l'air d'être la décision ou le penchant pris par Ferrari qui nie en bloc avoir des soucis de stratégie. Et de l'extérieur, je ne comprends pas ces arguments. C'est ça, en fait. Mattia Binotto s'enferme dans un déni incroyable. À chaque apparition médiatique, il arrive à trouver des explications un peu farfelues sur chaque problème de Ferrari. Alors, parfois, il y a de la malchance. Tu l'as souligné au début de ton propos. Il y a de la malchance parce que, bon, voilà, avec le tir-off, on peut expliquer ceci, cela. Mais en termes général, voilà, Ferrari manque cruellement de performance et de qualité au niveau de ses stratèges. Bien, je te propose de passer à nos tops et nos flops. Alors, tu as mis Verstappen forcément en premier top et tu as mis Alpine. Alors, j'imagine, donc je rappelle que Fernando Alonso a fini 5e et Esteban Ocon 7e, des gros points inscrits par Alpine, et puis une 4e place au classement constructeur renforcée grâce à ces points. Ouais, c'est totalement ça qui ont fait que mérite la partie top de mes tops. Un bon week-end de la part d'Alpine, même voilà, avec une qualification voilà, 5 et 6, mais finalement il partait troisième et Ocon du fond de grille, mais Fernando Alonso partait troisième. Ils ont fait un grand prix de qualité, ils ont fait un petit peu le show quand même, et ça c'est important, notamment le fameux dépassement d'Esteban Ocon quand il était à 3 en sortie de Rédillon. Ils sont la troisième force
de ce Grand Prix de Spa. Si on prend les points, 44 pour Red Bull, 23 pour Ferrari et 16 pour Alpine qui a maintenant 20 points d'avance. Oui, c'est ça, sur McLaren. On le sait à quel point c'est important pour eux de terminer quatrième pour développer la voiture de la saison prochaine. On le sait que la voiture est bien née. Elle manque un petit peu de fiabilité, de régularité sur un week-end. Mais voilà, Fernando Alonso récupère cette 5e place après la pénalité de Charles Leclerc. Moi, j'ai hâte de les revoir un peu quand même à Monza aussi, parce que c'est une voiture que je trouve assez bien positionnée, assez bien posée et rapide. Donc, rendez-vous à Monza. Bon, il y aura Zandvoort entre-temps, mais c'est bien de voir qu'Alpine eh bien, performe. On attend les résultats aussi du procès, enfin de la, du système juridique de la FIA pour les prochains contrats. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Où est-ce que va aller Piastri? On a entendu des rumeurs Gasly ce week-end aussi chez nos confrères de Motorsport, alors qu'on sait qu'Ocon et Gasly ne s'entendent pas forcément très bien. Voilà, on l'a dit lors de notre podcast estival. Il y a aussi ce point-là, en espérant que ça libère aussi Esteban Ocon, qui aura normalement le poste de numéro 1 l'an prochain. En tout cas, j'ai vu une interview d'Esteban Ocon sur un site fiable qui disait qu'il était prêt à travailler avec Pierre Gasly, hein, malgré une entente pas parfaite entre les deux tricolores, mais en tout cas, c'est largement possible. On parle aussi toujours de Mick Schumacher chez Alpine et Esteban Ocon qui a dit également qu'il était prêt à travailler avec le jeune pilote allemand. Donc, effectivement, les noms fusent, mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais le nom de Daniel Ricciardo chez Alpine, par contre, ça fait un peu moins de bruit. Oui, c'est ce qu'on a entendu dans le week-end. Enfin, on n'a pas entendu son nom finalement, on a entendu d'autres noms. Mais moi, j'aimerais bien voir vraiment, pourquoi pas, oui, comme tu dis, Ocon et Mick Schumacher. J'ai vraiment envie de voir Esteban Ocon dans la peau d'un numéro 1. Je pense qu'il a les épaules après avoir effectué là encore une fois une bonne saison. Il est 8e, il n'est qu'à 12 petits points de Lando Norris. Ça peut être un challenge aussi pour lui de finir 7e. Ça serait quand même intéressant financièrement et côté confiance, puisque on le sait qu'il a galéré en début de partie de saison à cause de sa voiture qui n'était pas forcément au niveau. Mais Esteban Ocon, avec son expérience de Mercedes dans le paddock, mériterait quand même un poste de numéro 1. On verra bien ce qui se passe du côté de chez Alpine. Moi, de mon côté, j'ai mis Alexander Albon pour mon top, aux côtés de Verstappen. Albon qui a marqué un point hier et qui, visuellement, depuis mon gradin speed corner de Spa, j'ai trouvé assez bon dans sa défense. Il a résisté à un train DRS à un moment donné, composé de Lance Stroll, de Lando Norris, de Daniel Ricciardo. Donc, je suis vachement étonné et content pour Alex Albon qui marque un point de plus. Il avait marqué les points en Australie, me semble. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis voilà, c'est toujours bien d'avoir une Williams. Q3 samedi aussi. Il est 9e, en qualif. Il fait 9e au papier, ce qui est un autre plus pour ton top. Exactement, oui, exactement. Donc voilà, une Williams qui est peut-être la dernière force les Williams qui sont peut-être la dernière force du plateau, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir en tout cas Alex Albon marquer des points. Du côté de tes flops, alors tu as mis As avec Magnussen et Schumacher qui ont fini au fin fond de la grille. Ouais, 16e et 17e. Kevin Magnussen partait pourtant 12e, mais voilà, c'est moteur Ferrari, donc finalement, si Ferrari va mal, As va forcément mal, comme à l'époque quand Force India allait mal, Mercedes allait mal, Force India allait un petit peu, n'y arrivait pas. Un week-end totalement quelconque pour les As qui avaient pourtant réalisé des bonnes choses auparavant, mais là, le week-end a été catastrophique pour eux. Et puis, les règlements qualification. Alors là, j'ai été un peu étonné. Est-ce que c'est par rapport aux pénalités? Exactement, c'est par rapport aux pénalités moteurs, parce que finalement, le vendredi, on sait que
On en a appris que 6 allaient changer de moteur, puis un 7e le samedi et enfin un 8e le dimanche matin, pardon. Et ça donne forcément une qualification un peu grotesque où les mecs vont pas pousser jusqu'au bout. Je ne sais pas quel était le ressenti en direct, mais on n'avait pas l'impression de voir une vraie qualif. Et puis finalement, dès le vendredi matin, enfin non, dès le vendredi après-midi, parce qu'il n'y avait pas d'essai le matin, on se disait, bon voilà, alors on va se battre pour la 14e place, il va falloir remonter tant que ça. Je pense qu'il faut revoir peut-être ça. Je ne dis pas que Verstappen et Charles Leclerc, vu qu'ils sont premiers, doivent partir du fin fond de grille, mais je trouve le système un peu flou, un peu opaque là-dessus, et ça n'a pas rendu le week-end passionnant, même si on savait qu'avec ce bloc de 3 courses, les équipes allaient changer de moteur. C'est un peu dommage d'être finalement trop en avance au courant de cette grille. Voilà. Après, si Charles Leclerc avait eu la même performance que Max Verstappen, on aurait pu assister à 2 remontadas et donc un plus beau duel. Bon, après, c'est pas les qualifications dont je parle, mais je parle du spectacle en général. Personnellement, j'ai mis McLaren en flop puisque voilà, Lando Norris et Daniel Ricciardo n'ont pas fini dans les points. Lando Norris qui avait commencé le week-end de la meilleure des manières en finissant 3e des essais libres 2, il me semble. Voilà, une McLaren qui semblait plutôt bien fonctionner. Et puis finalement, la pénalité n'a pas arrangé les choses puisque Lando Norris a fini 12e. Encore une fois, c'est un week-end décevant pour McLaren. Et puis Daniel Ricciardo qui partait 7e, il me semble, au départ de ce Grand Prix, eh bien, a fini au fin fond des oubliettes. Donc, encore une fois, Daniel Ricciardo a déçu, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est le côté irrégulier de la chose. C'est vrai qu'en revoyant là les stats, Norris 3e des essais libres 2 et 4e des essais libres 3. Et après, on le voit complètement plongé. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre cette voiture. Honnêtement, je ne comprends pas ce qui s'y passe. Je ne comprends pas comment il peut y avoir un tel déficit entre le vendredi et le samedi, et parfois même entre le samedi et le dimanche. Les pilotes, eux, ne comprennent pas non plus ce qui se passe. C'est triste parce que c'est une grande équipe, bon, qui certes maintenant devrait finir 5e au championnat constructeur grâce à des points à les gratter, on ne sait trop comment, avec un peu de chance au début de saison. La chance, ok, mais la voiture, les performances ont été réalisées. Mais oui, on a un peu de peine pour Daniel Ricciardo qui, s'il devait finir comme ça serait un peu triste pour sa carrière. Et Lando Norris, on sait à quel point il est rapide, on sait à quel point il est talentueux. Ça fait mal quand même de le voir ne pas se battre finalement en piste, alors qu'on le sait que c'est vraiment un acharné en piste. C'est ça qui est dommageable et regrettable pour cette équipe qui devrait viser un petit peu plus haut. Un tout petit mot peut-être par rapport aux propos de Lando Norris qui a dit n'avoir aucune compassion pour le départ de Daniel Ricciardo de chez McLaren en fin de saison. Est-ce que tu comprends ces propos? Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas vraiment le contenu des relations entre les deux, alors que ce sont deux mecs souriants, de mecs qui ont la fameuse banane F1, mais c'est dur quand même parce que alors on sait que Lando Norris veut ce poste officiel de numéro 1, mais les déclarations sont lourdes de sens. Je voudrais finir ce podcast pour annoncer, enfin annoncer, c'est pas moi qui l'ai annoncé, mais pour dire que voilà, Spa reviendra au calendrier en 2023 et c'est une très bonne nouvelle puisque il faisait partie des circuits qui pouvaient ne pas être présents en 2023. Le Castellet ne figurera pas au calendrier, Spa oui, c'est une bonne nouvelle avec un circuit historique qui sera encore présent l'année prochaine. C'est une bonne nouvelle, même si les décisions de Liberty Media sont difficilement compréhensibles. L'argent a beaucoup trop pris le dessus, mais ça, il va falloir s'y habituer. Il y a de moins en moins de circuits historiques européens au calendrier. On attend tous maintenant le 19 octobre pour voir comment ça va être agencé, mais on sait que Barcelone a été sous pression, que Monza a également été sous pression pour moderniser tout cela. Le Castellet n'y figurera pas. Monaco a été mis sous pression aussi, alors que je pense qu'il a été sauvé par les pilotes.
Heureusement que Spa reste, parce que c'est une piste absolument extraordinaire et un lieu mythique de notre belle Formule 1. Bien, merci Clément, merci pour ton analyse et ton débrief. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le Grand Prix. Rendez-vous dans une semaine dans la folie orange de Zandvoort, des bords de mer, de la mer du Nord, avec Exactement. une ambiance complètement dingue et ses fumigènes orange. On avait Armée vécu un orange. Grand Prix complètement fou l'année dernière, avec une ambiance dingue. Donc vivement, dès vendredi matin, vivement le retour de la F1. Vivement Zandvoort. Allez, ciao.